Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau live by Nexem consacré à Humanifest, le plan d'action de Nexem pour la refondation du secteur sanitaire, social et médico-social. Nous vous avions présenté il y a quelques mois le premier volet consacré à la gouvernance, à l'organisation et au financement du secteur. Je vous invite cette fois à découvrir le second volet dédié au management, avec tout d'abord un entretien en compagnie de Manuel Pellissier, directeur général de l'IRTS Parmentier, membre du bureau de Nexem et en charge du volet politique management du manifeste. Nous vous proposerons ensuite une interview de Sandra Berthesen, professeure au CNAM et titulaire de la chaire de gestion des services de santé, qui reviendra sur sa participation au projet. Nous terminerons par une table ronde composée de représentants du COPI Le Manifeste qui vous exposeront en détail le contenu de ce deuxième volet. Bienvenue à cet entretien consacré à la genèse du volet 2 du manifeste dédié au management. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Manuel Pellissier, directeur général de l'IRTS Parmentier, membre du bureau de Nexem et en charge du volet politique management du manifeste. Bonjour Manuel. Bonjour Aline. Pour démarrer, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots la vocation du manifeste ? Il s'agit d'une ambition de Nexem, une grande ambition, celle de construire un plaidoyer politique au regard des enjeux actuels et d'essayer d'avoir une vision nouvelle du secteur. Et ce, en fonction de tous les défis que nous avons d'un point de vue systémique, et donc construit pas à pas, étape par étape, sur différents éléments qu'on choisit au fur et à mesure. Et donc, c'est une démarche qui va s'inscrire dans le temps. Donc, une démarche qui a eu un premier volet qui a porté finalement sur le cadre, sur l'organisation, sur le financement, mais qui se poursuit avec d'autres volets au fur et à mesure. Donc, peut-être une démarche qui s'inscrit avec un début, voilà, cette volonté politique que j'exprimais de la part de Nexem et de ses instances, au conseil d'administration, au bureau, une démarche participative, nous y reviendrons, mais qui vise à peut-être ne pas avoir une fin immédiate, donc qui va se jalonner par des étapes successives et qui représente de ce fait une refondation du secteur. Et on l'a fait au travers de ce qu'on peut appeler un néologisme, un humanifeste, et qui est donc une sorte de manifeste certainement, mais avec l'humain. Vous évoquez donc le premier volet qui est celui de la gouvernance et du financement du secteur. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'enchaîner sur la thématique du management ? Parce que c'est indispensable, c'est incontournable, c'est le cœur du réacteur. Et donc, c'est aussi la colonne vertébrale de la Convention collective unique étendue, la CCUE, qu'on appelle de nos voeux. Je sais bien que nous en parlons en permanence et depuis très longtemps, ce qui fait que certains doutent de cette capacité à aboutir. Nous sommes dans un besoin absolu de replacer l'humain au cœur de nos préoccupations. Humanifest, dans son volet management, vise justement à répondre aux attentes d'aujourd'hui et demain par rapport à ça. D'abord, il y a des nouvelles générations qui arrivent, qui ont des préoccupations parfois différentes, complémentaires de celles qu'il y avait. On peut dire aussi qu'on a pu avoir des remarques sur le fait que Nexem s'occupait ou se préoccupait de façon très technique d'un certain nombre d'éléments là dans l'immédiateté. C'est toujours intéressant de prendre du recul, de se projeter sur l'avenir et de le faire aussi au long cours. Ça a aussi un rapport avec la pyramide des âges du secteur. Et puis aussi, j'insiste souvent là-dessus, sur l'ancienneté, les pyramides d'ancienneté, c'est-à-dire que les parcours aujourd'hui ne sont plus les mêmes, et donc il faut qu'on réponde aux aspirations donc de toutes ces nouveaux publics de managers et de l'ensemble de nos salariés. Et pourquoi vous, Manuel, à titre personnel, vous avez décidé de vous engager dans ces travaux ? Bon, au-delà de l'honneur qui m'a été fait par le président de
de vouloir conduire, et puis de la confiance qui m'est témoignée. Il y a des éléments qui sont des éléments, je dirais, à la fois personnels et professionnels. Bon, à titre personnel et par le passé, il m'est arrivé parfois de façon très surprenante de me retrouver dans des situations de management assez étonnantes. Je pense notamment, vous savez, je suis membre du Haut Conseil du travail social. J'ai eu dans la précédente mandature en 2017 à conduire le groupe, animer, présider le groupe de travail sur la définition du travail social en France, hein, qui est inscrit maintenant dans le Code de l'action sociale et des familles. C'était assez particulier dans mes mandats, au-delà de mes fonctions, de devoir piloter un certain nombre de personnes très très différentes. Et il a fallu manager ce groupe de façon peut-être encore plus anecdotique, mais certainement pas que symbolique. Il y a déjà une trentaine d'années, tout jeune, j'étais président d'une association qui a souhaité donc exposer en France les constitutions françaises. Et ça s'est traduit par un comité scientifique avec les 20 plus grands constitutionnalistes à l'époque. Et puis tous les anciens premiers ministres et gardes des Sceaux vivants de la Ve République. Voilà, vous vous retrouvez là et tout d'un coup, vous devez parler à, je vais ne citer aucun nom, ils sont tous célèbres, mais à devoir piloter les uns et les autres et donc accompagner. Hein, évidemment, ça n'est pas que donner des ordres, manager. Et donc, voilà, je me suis retrouvé dans des situations qui étaient des situations extrêmement intéressantes. À titre plus professionnel, voilà, quand je vois les enjeux d'emploi et de formation et qui seront l'objet de l'accompagnement qui suit ce volet management. Quand je vois les défis que nous avons, je me suis senti parfaitement en phase avec les valeurs, les thématiques, les thèmes extrêmement riches et que nous avons à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que j'ai volontiers accepté. Et comment est-ce que vous avez abordé les travaux autour de ce volet au sein du COPIL ? Qu'est-ce qui a guidé les réflexions du groupe ? Alors, d'abord, vous évoquez un COPIL, il y a eu un comité de pilotage. Moi, je voudrais insister de façon plus large sur le fait que voilà, ce volet, il a démarré à la fin de l'été, voilà, début septembre. Voilà, 6 mois après, il y a eu quelque chose d'extrêmement riche, foisonnant, avec donc non seulement ce comité de pilotage, mais aussi, on pourra y revenir, donc une succession d'instances pour un travail très collaboratif et très collectif. Et il s'est agi de mettre en œuvre un certain nombre d'éléments qui visent, pour ce volet management, allez, disons-le, à ce que chacun y trouve son compte. Et nous sommes avec une hétérogénéité de situations, hein, des structures, des personnes, qui font que si nous n'y prenons pas garde, on peut avoir un éparpillement. Voilà. Or, il y a une grande cohérence à pouvoir proposer une palette d'éléments et qui porte sur tous les défis. On a parlé du COPIL, mais vous vous êtes aussi entouré d'experts externes pour l'élaboration de ce volet. Je pense notamment à Sandra Bertheusen, professeure du CNAM, qu'on entendra tout à l'heure dans une prochaine séquence, et Alain Schnapper, qui est le vice-président et le cofondateur de la communauté des entreprises à mission. Pourquoi les avoir sollicités et quel a été leur apport ? Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le CNAM, nous sommes en partenariat avec beaucoup d'autres acteurs et des adhérents de Nexem, et nous avons besoin de prendre du recul et de la hauteur. On a souhaité avoir non seulement des réflexions, mais même des propositions, des outils, et donc les apports de Sandra Bertheusen et de sa très grande expertise sur le management, c'est une porte d'entrée. Hein, c'est une porte d'entrée. Évidemment, on ouvre plein de portes, on ouvre grand les fenêtres, on est en train d'essayer de voir ce qu'il y en a. Et donc, on a voulu immédiatement passer à l'acte avec la mise en œuvre de dispositifs, notamment, elle en parlera très bien, la création d'un diplôme universitaire, en sachant que ça n'a pas du tout la vocation d'être, je le répète, une entrée unique. Il va s'agir, au contraire, peut-être de façon matricielle, de proposer à plusieurs niveaux, à plusieurs étages, étapes, des choses très complémentaires. Concernant Alain Schnapper, c'était aussi intéressant de faire un pas de côté en regardant ce qu'étaient les entreprises à mission. Et je pense qu'il est
primordial de garder l'esprit ouvert et finalement, pour le dire comme ça, de ne pas avoir de tabou, d'aller explorer les choses, de regarder, mais à une condition simple, ne pas rester sur un aspect philosophique. Il ne s'agit pas de redéfinir le management, de le reconstruire totalement. Non, il s'agit de porter un regard autre, un peu décalé, mais correspondant pleinement aux attentes que nous avons et que nous portons à Nexem. Vous évoquez le côté collaboratif dans l'élaboration de cette manifeste, c'était le cas du volet 1. C'est à nouveau le cas du volet 2. Vous avez notamment eu des échanges réguliers avec les délégations régionales, par exemple. Qu'est-ce qu'il est ressorti en fait de ces échanges ? Ces échanges, effectivement, ont été divers, nombreux. Le but est d'associer tout le monde. Donc, ce n'est pas l'auberge espagnole, c'est-à-dire que chacun n'amène pas... Voilà. Mais c'est le fait de pouvoir se dire que nous sommes dans la co-construction. Il n'empêche que vous imaginez bien que ce n'est pas une réflexion qui peut être portée en dehors des adhérents, de leurs représentants. Et puis, ce n'est pas quelque chose de centralisé. Non, il faut que ce soit au cœur des délégations régionales. Donc, nous l'avons fait et nous avons porté, y compris dans une journée spécifique, ces éléments comme nous l'avons porté il y a quelques jours sur une journée spéciale dédiée au financement du secteur. Donc à chaque fois, il y a cette volonté d'avoir finalement une approche thématique, mais aussi une approche avec les différents acteurs. Alors il en est ressorti quelque chose de très rassurant. C'est que j'évoquais le foisonnement et non pas l'éparpillement, c'est-à-dire que, l'intérêt majeur des uns et des autres pour ce sujet du management, ça c'est évident, et deuxièmement, la richesse des échanges, c'est-à-dire qu'on voit bien un intérêt réel à entrer dans le vif du sujet et à être dans quelque chose sur lequel, vous le savez bien, il va falloir avoir un certain nombre d'actions précises, des livrables, mais quelque chose de concret. Rien ne serait pire que dans ce plaidoyer politique de rester à un niveau philosophique un peu éthéré à 3000 mètres d'altitude. Et de ce point de vue-là, le management, les managers ont besoin d'être outillés parce qu'il en va aussi de l'intérêt de l'ensemble des salariés, bien évidemment. Je vous remercie beaucoup Manuel pour cet entretien. Je vous propose de nous retrouver tout à l'heure justement pour rentrer plus en détail dans les propositions qui sont portées dans cette manifeste et l'accompagnement que vous évoquiez. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer la parole à Sandra Berthezen. Bonjour. Pour vous présenter en quelques mots à nos spectateurs, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire de gestion des services de santé. Vous êtes également directrice du master spécialisé en économie et gestion de la santé et du master management humaniste des services et des établissements pour personnes âgées. Vous conduisez par ailleurs des travaux de recherche dans le secteur sanitaire et le secteur médico-social et vous collaborez aussi régulièrement à des travaux des agences et opérateurs de santé. Voilà pour les présentations. Pour commencer, Sandra, d'après vous, à quels besoins les propositions du volet management du manifeste viennent-elles répondre? Quels besoins, quels enjeux? Alors, les enjeux sont nombreux, vous le savez, on en constate dans différentes dimensions de notre environnement. Ça ne vous a pas échappé, sur le plan des politiques de santé publique, on voit bien qu'on a besoin de s'adapter au vieillissement de la population. On voit bien que les services et les établissements du social, du médico-social et du sanitaire ont besoin de s'adapter à ces besoins. Sur le plan économique, eh bien évidemment, on est toujours dans une rationalisation budgétaire. Elle est chronique, elle dure depuis des années et bien sûr, il faut travailler avec cette rationalisation en dépit de l'augmentation des coûts. Des coûts de la santé, c'est vrai, mais aussi par exemple des coûts liés à l'adoption du numérique en santé ou du développement de la démocratie en santé. Donc on a toujours une bonne raison d'avoir des dépenses supplémentaires. Et puis aussi, bien sûr, il y a une augmentation de la concurrence. Ça, évidemment, on en parle assez peu dans le secteur, mais les établissements sont en concurrence, bien sûr. Donc ce sont des phénomènes auxquels, bien sûr, les établissements doivent se préparer, doivent faire face. Ça n'est qu'un exemple, parce que sur le plan social, ça ne vous a pas échappé. La filière manque d'attractivité, les besoins changent dans la génération Z. Et il faut évidemment organiser différemment les établissements, ne serait-ce que pour cela. Sur le plan technologique, eh bien, on a
toujours plus d'innovation. J'ai parlé du numérique en santé. Il y en a d'autres, bien sûr, des innovations également organisationnelles. Donc, on a besoin de nouveaux outils managériaux pour accompagner toutes ces transformations. L'environnement change très très vite, il est extrêmement instable, il est changeant, tout est extrêmement volatile, l'avenir est très flou. Donc il faut aussi savoir avancer avec cette incertitude. Donc en plus des enjeux, en plus de toutes ces dimensions de notre environnement, il faut travailler avec cette incertitude. Voilà les enjeux actuels. Et pourquoi, Sandra, avez-vous accepté de prendre part à ce projet Humanifest quand Nexem vous en a fait la proposition? Alors, pour 3 raisons, me semble-t-il. La première, c'est que Nexem et le CNAM partagent un certain nombre de valeurs. En tout cas, elles sont tout à fait complémentaires. Nexem porte les valeurs, c'est ce qui est formel hein, au sein de votre organisation. C'est vraiment les valeurs de la République, c'est l'éthique, hein, un questionnement éthique qui est porté, et le tout avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire. C'est tout à fait complémentaire avec les valeurs du Conservatoire, hein, qui a été fondé par l'abbé Grégoire en 1794. Alors nos valeurs, ce sont celles des Lumières, et puis plus particulièrement dans le cas de l'abbé Grégoire, la volonté de diffuser le savoir, de le faire progresser au bénéfice de l'émancipation sociale par le travail. Donc je pense qu'on a des valeurs qui sont tout à fait complémentaires, et puis du coup nos missions aussi. Et je pense qu'on peut mettre au service de Nexem la formation tout au long de la vie, c'est notre particularité, la formation des adultes tout au long de la vie, nos travaux de recherche et d'innovation, et puis la diffusion de la culture scientifique et technique. Et puis la troisième raison, bien sûr, ce sont mes travaux. Et ceux de mon équipe, l'équipe Santé Solidarité, travaille énormément sur toutes les questions managériales dans le secteur social, médico-social et sanitaire. C'est au cœur de nos travaux et d'enseignement et de recherche. Donc voilà, le tout La rencontre était évidente. Absolument. Et donc Sandra, en quoi a consisté votre contribution dans le cadre de l'élaboration de cette Humanifest? Alors j'ai partagé avec le comité mes travaux sur un management plus humaniste, hein, vraiment qui mette au premier plan de la stratégie des établissements les personnes pour lesquelles on travaille, l'ensemble des usagers, que ce soit dans le secteur sanitaire ou le secteur médico-social, avec un diagnostic et des pistes de travail. Le diagnostic, eh bien, c'est des organisations toujours trop cloisonnées, toujours trop verticales et trop descendantes, encore trop positionnées sur un modèle weberien extrêmement bureaucratique. Un manque de démocratie en santé, donc aller davantage vers le pouvoir d'agir, bien sûr, des usagers, mais aussi des professionnels, hein, dans un souci d'autonomie, de responsabilisation individuelle et puis de confiance réciproque entre les acteurs, ce qui joue aussi hein, sur l'attractivité hein, des métiers. Et évidemment, sur un autre plan davantage lié au pilotage, essayer de tenter de ne plus aller vers ces dérives du nouveau management public avec les mirages du contrôle et de l'hyper-normalisation qui freinent à certains égards l'innovation, justement, la responsabilisation et cette confiance réciproque pour laisser des marges de manœuvre beaucoup plus importantes aux établissements. Donc ce travail-là, c'est un travail d'équipe qui doit être conduit dans la durée. Et qu'est-ce que vous pensez donc au final des propositions qui sont portées dans cette Humanifest, qui est donc consacrée à l'évolution de ces pratiques managériales? Alors l'avantage de ce deuxième volet, hein, qui est défini au travers de trois axes, eux-mêmes déclinés en différentes actions, c'est que ces axes n'enferment pas les établissements dans le one best way du management. Hein. Il donne ce cadre qui est extrêmement souple, mais en même temps qui donne ce fil conducteur aux établissements, une sorte de ligne directrice à suivre pour justement dépasser les obstacles et aller de l'avant. Et les actions qui sont proposées aident bien. Hein. C'est plutôt un guide auquel se référer, et c'est en cela qu'il est tout à fait intéressant. Et toujours avec ce souci de placer au premier plan de la stratégie les personnes pour lesquelles on travaille. Et j'ai une dernière question pour vous, Sandra. Vous collaborez avec Nexem dans le cadre d'une démarche globale d'accompagnement de tous les acteurs du management. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors oui, on a commencé à travailler il y a déjà plusieurs mois ensemble. On a lancé un premier diplôme d'université en janvier dernier consacré au leadership, au management des équipes dans le secteur social, médico-social et sanitaire. Nous sommes en train de préparer un deuxième diplôme
qui sera lui davantage consacré au pilotage du capital humain. Donc stratégie et pilotage du capital humain. Les deux publics ne sont pas tout à fait identiques, mais on est bien dans cet esprit de stratégie et d'organisation des établissements. Le premier diplôme a beaucoup de succès. On est déjà en train de préparer le recrutement de la deuxième session qui commencera en septembre prochain. Nous avons aussi organisé ensemble, vous vous en souvenez, un colloque en novembre dernier autour du management et ça a été un franc succès. Et bien sûr, dans le cadre des rencontres de la chaire de gestion des services de santé, on organise régulièrement, là, tous les mois, des conférences ensemble sur différentes thématiques de management auxquelles tout le monde peut assister parce qu'elles sont gratuites. Voilà. Et donc l'importance de ce dispositif aussi qu'on peut préciser, c'est qu'on aura des outils pour l'ensemble, en fait, des acteurs de l'écosystème du management, des administrateurs, au DRH, en passant par les directeurs généraux, les managers de proximité, tout le monde pourra trouver des outils qui lui sont destinés. Absolument. Les deux diplômes que j'ai cités s'adressent à tous les publics que vous venez d'énoncer. On va travailler et on travaille déjà sur différentes problématiques, par exemple liées à la mesure de la performance et à son pilotage, liées à la marque employeur, liées aux nouvelles formes de management, avec davantage d'autonomie des équipes. Vous avez sans aucun doute déjà entendu parler du modèle Buurtzorg, donc on l'étudie pour en comprendre les avantages et les limites et notre capacité à pouvoir le transposer, le contextualiser à notre pays. On parle aussi justement d'incertitude et de prise de décision dans ces situations d'incertitude. Voilà, donc on a deux formations qui sont et qui vont être proposées pour les cadres, pour les dirigeants, y compris pour les cadres de proximité. Oui, absolument. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Sandra, d'avoir répondu positivement à notre invitation et pour tous ces éclairages. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous invite maintenant à suivre notre table ronde consacrée au volet 2 du manifeste. J'ai le plaisir d'y accueillir Bénédicte Aubert, directrice générale de la Fondation Grancher, Pierre-Yves Lenain, directeur général de la Fondation des Amis de l'Atelier, Manuel Pellissier, directeur général de l'IRTS Parmentier, membre du bureau Nexem et porteur du projet politique Humanifest Management, et Dorothée Bedoc, directrice adjointe de Nexem. Bonjour à tous. Bonjour Aline. Ma première question s'adresse plutôt à vous trois pour vous demander un petit peu qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce groupe de travail et d'investir cette thématique du management. L'objectif, c'était, et ce qui était intéressant dans cette démarche, c'était de prolonger ce qui avait été initié dans le cadre du premier groupe. Dans lequel vous étiez aussi, d'ailleurs. Exactement. Et j'allais dire, ça le prolonge en le rendant concret. C'est-à-dire qu'on a d'abord défini notre vision politique et organisationnelle. Et là, l'objectif, c'était de pouvoir commencer à aller un petit peu plus loin en allant sur les aspects concrets du management, de comment finalement on va mettre en œuvre ce qu'on a posé, ce qu'on a défini. Pour ma part, je n'ai pas participé justement à ce premier volet, mais je crois que c'est une des premières raisons pour laquelle j'ai eu envie de m'engager dans ce second volet, c'est que j'ai été interpellée positivement, je dirais, parce que ça a pu produire justement ce premier volet du manifeste. Et je trouvais que dans la démarche, il y avait déjà une prise de hauteur par rapport à ce qu'on traversait, ce que traverse le secteur, mais aussi une vraie volonté d'action. Moi, j'ai perçu cette volonté d'action qui s'est concrétisée aussi par beaucoup de propositions concrètes qui, je pense, vraiment peuvent nous servir aussi dans nos organisations. Donc ça, c'est vrai que c'est une première raison. Et je dirais que la seconde, c'est évidemment l'intérêt pour la thématique du management avec une croyance de mon côté sur le management est là aussi pour prendre soin des professionnels qui prennent soin des personnes vulnérables et que tout ça est très lié. Et donc de quelle manière effectivement on se positionne nous par rapport à cette question-là et quelles en sont les limites de se prendre soin, mais comment on peut faire mieux. Écoutez, il y a une dimension politique qui est très très forte, qui correspondait pour moi à l'engagement que j'ai à Nexem, avec le fait que si le premier volet référait à pourquoi on fait les choses, et ce plaidoyer manifeste est important. Ce deuxième volet qui va plutôt vers la question de comment on va faire les choses était quelque chose qui était vraiment en correspondance avec mes valeurs et qui était donc synonyme d'engagement. En sachant qu'il y a plusieurs volets successifs et que ce qui m'importait, c'est d'être véritablement acteur
à un moment donné de cette démarche globale. Et là, je m'adresse à vous tous. Qu'est-ce que vous retenez de ces quelques mois de travail ensemble? Comment se sont passés les échanges pour l'élaboration de ce volet 2? Je peux commencer. Moi, j'ai trouvé que c'était très enrichissant, mais j'ai aussi apprécié vraiment la démarche d'aller-retour. C'est-à-dire qu'il y avait le groupe, évidemment, et il y avait les réflexions du groupe, mais il y avait aussi à chaque fois cette confrontation de ce qui ressortait des idées du groupe, aussi bien avec les délégations régionales, puisqu'on a eu des moments de partage avec les délégations régionales, mais aussi avec le conseil d'administration. Et donc, je crois que ce qui a nourri vraiment le résultat final, c'est ces allers-retours-là. Je crois que pour moi, en tout cas, un indicateur de réussite, c'est aussi, et là c'est plus à titre personnel, en termes d'exemple personnel, je pense que quand ça fait bouger, moi j'avais aussi, je suis arrivée avec peut-être une représentation sur un certain sujet, sur le sujet par exemple de quelle manière on prend soin de la santé des professionnels, pour revenir sur le prendre soin. Et j'avais quand même une certaine représentation de jusqu'où on peut aller. Et notamment dans une des journées avec les délégations régionales, ça m'a fait changer de point de vue. Et je pense que la démarche aussi est toujours réussie quand ça fait bouger nos représentations et nos perspectives et de la manière dont on appréhendait un sujet. En tout cas, en tant qu'employeur, moi je trouve que c'est toujours une réussite quand ça fait bouger les lignes et quand ça aussi induit une démarche réflexive sur ses propres pratiques. Et rapidement, parce que vraiment ça s'est mis en route très vite, avec un foisonnement d'éléments, beaucoup d'acteurs, une co-construction, et puis peut-être quelque chose qui n'est pas forcément, tu évoquais le fait que ça casse les représentations, il y a le fait qu'il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire qu'on a mis sur la table vraiment beaucoup de choses. Et il ne s'agit pas d'éliminer, il ne s'agit pas d'avoir un catalogue à la Prévert. Il s'agit juste de pouvoir regarder comment on ordonne, on priorise quelque chose qui est absolument indispensable dans ce volet particulier qui est le management et qui est vraiment très structurant pour l'ensemble de nos dossiers, y compris celui de la convention collective unique étendue, c'est-à-dire vraiment pouvoir irriguer par un certain nombre d'idées, y compris celles auxquelles chacun ne pense pas immédiatement dans le dispositif. Dorothée, toi, ta perception? En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on était sur un sujet très différent et surtout beaucoup plus vécu, en tout cas, dans la chair de chacune des personnes qui intervenaient dans le groupe, dans la mesure où le management, c'est un sujet extrêmement vivant, où chacun s'implique beaucoup. Et donc, c'était un travail qui était très différent de celui, disons, du financement, même si c'est un sujet d'importance. Il n'est pas du tout vécu au plan émotionnel de la même manière que celui du management. Donc, on a eu beaucoup de débats. C'était extrêmement vivant, d'échanges aussi sur les pratiques et des uns et des autres, et des vécus très différents d'ailleurs, souvent dans le parcours professionnel. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et je soulignerai aussi ce que disait Bénédicte, c'est-à-dire qu'on a largement remodifié notre plan, travaillé sur la mise en exergue de points auxquels on n'avait pas pensé, nous, spontanément dans le groupe, mais justement qu'on a pu lever avec le conseil d'administration, les délégations régionales. Donc ça a été un travail extrêmement vivant. On s'est beaucoup remis en cause aussi par rapport à nos premiers travaux. Donc j'ai trouvé, en tout cas pour ma part, j'ai trouvé que c'était extrêmement riche. Alors avec un groupe qui se connaissait un peu mieux aussi, puisqu'on avait travaillé sur le premier volet, et puis, comme Bénédicte, des personnes qui nous ont qui ont rejoint le noyau, qui avait décidé de poursuivre sur la thématique du management. Donc c'était un groupe aussi qui se faisait confiance, et du coup on a eu des débats d'autant plus nourris et sincères. Et au moment où on négocie la convention collective, on y reviendra un petit peu, on avait déjà beaucoup travaillé sur ces thématiques, on sent une maturité différente aussi aujourd'hui. Moi, ça fait un certain temps que je suis dans le secteur, et j'ai vraiment pu noter ça, en tout cas ça m'a frappée pendant ces travaux-là. Et vous évoquiez justement le foisonnement, la richesse des idées qui ont été partagées. Comment vous avez réussi à faire émerger ces trois axes qui sont, je le rappelle, s'appuyer sur une gouvernance responsable, mobilisatrice et vectrice de sens, promouvoir un management systémique valorisant l'humain et les compétences, et s'affirmer comme des employeurs proposant des métiers attractifs. Comment vous avez réussi à vous concentrer sur ces trois axes-là ?
En fait, c'est une démarche qui a été un peu en entonnoir, c'est-à-dire que sur un sujet comme ça, bien évidemment, il n'y avait pas 3 axes au début. Il a fallu serrer un petit peu les sujets, recentrer, prendre en compte aussi la globalité de nos organisations, c'est-à-dire qu'on appartient à des organisations très différentes. Il y a des associations, il y a des fondations, il y en a qui sont issus du mouvement parental, d'autres pas du tout. Et c'est des sujets qui ne sont pas toujours neutres sur la notion du management. Donc on a plutôt essayé de dégager ce qui nous rassemblait, ce qui était de nature à fédérer globalement, quels que soient nos modes d'organisation. Et d'ailleurs, doublement globalement, c'est-à-dire que la ressource humaine des organisations est appréhendée à la fois au travers des professionnels et à la fois au travers de ses militants, de ses adhérents, de son conseil d'administration, de sa gouvernance. Donc l'ensemble, l'objectif, c'était que l'ensemble soit bien traité. Vous souhaitez ajouter quelque chose, les uns les autres ? Peut-être dire qu'au départ, ça a été parfois reçu avec surprise, le fait justement qu'on puisse parler des gouvernances. On nous a dit, mais c'est pas le rôle des gouvernances que de manager. Et en effet, il ne s'agit pas de faire des gouvernances, des membres des conseils d'administration, des managers, mais il s'agit bien, de travailler avec eux pour avoir une impulsion en fait, politique quant à ce que doit être le projet politique de l'association, qui doit évidemment se retrouver dans l'organisation et le management qui est décliné par les équipes dirigeantes. Donc ça nous paraissait vraiment important d'impliquer, et on continuera de le faire dans l'accompagnement, les conseils d'administration, de manière à ce qu'ils comprennent aussi mieux les enjeux qui sont ceux du management. On a quand même des sacrés défis à relever dans le secteur. Donc c'est important que les gouvernants soient bien au fait de tous ces sujets-là et soient bien conscients que c'est eux qui impulsent et qui sont attendus autour de cette impulsion. Oui, peut-être pour ajouter, effectivement, je trouve que ça a été un des sujets les plus débattus. On parlait tout à l'heure, Manuel parlait qu'il n'y avait pas eu de tabou. Et sur ce sujet-là, ça a été longuement débattu, avec des désaccords, avec aussi l'idée quand même d'arriver à dégager quelque chose sur ce volet-là. Et pour le coup, je pense qu'on a tous aussi, on est tous d'accord sur le fait que c'est une approche systémique qu'on doit avoir pour pouvoir faire face aux enjeux actuels. Et donc, cette question-là de la participation et de l'engagement d'une gouvernance sur un sujet comme celui-ci, elle ne peut pas être laissée de côté. Et elle doit faire partie du projet. Et donc, ça implique forcément qu'il soit au fait des enjeux managériaux de nos organisations. Donc, ça a pris plus de temps sur ce point-là, mais c'était essentiel que ça puisse être intégré. En fait, il y avait 2 sujets qui ne peuvent pas se confondre, qui est le sujet des acteurs. Donc, qui est acteur? Et ça peut se transformer très vite sur le fait de savoir qui est manager. Et donc, du coup, la gouvernance, est-ce qu'un conseil d'administration, est-ce qu'un administrateur est un manager? Bon, et ça fait beaucoup débat. Et puis, il y a la question du sujet lui-même, qui est de dire, si on décentre, est-ce qu'un conseil d'administration peut ne pas se préoccuper du management? Est-ce qu'il peut être en dehors du management? Ce qui est un peu différent. Et là, en l'occurrence, il y a tout de même eu tout de suite une forme de consensus pour dire c'est un sujet qui intéresse immédiatement les conseils d'administration. Donc, ça permet éventuellement de dire que, si on parle de la gouvernance, les administrateurs ne sont pas des managers comme les autres, mais comme les autres, ils sont tout de même des managers. Très bien. Dorothée, tu commençais à l'évoquer tout à l'heure. Comment on articule ce volet 2 du manifeste à la CCUE, notamment en termes de valorisation de compétences? Oui, alors c'est effectivement un sujet avec lequel il faut faire des liens, dans la mesure où on est allé assez vite sur ce volet management. C'est quand même réuni à une cadence assez importante parce qu'on voulait que l'année 2025 démarre avec un chapeau sur le management, étant donné qu'on veut avancer dans la convention collective, conclure le plus rapidement possible. Ça nous semblait très important d'avoir ce chapeau politique qui accompagne tout le discours qu'on a tenu et tous les travaux qu'on a pu mener dans notre réseau pour définir nos mandats sur la convention collective. Et on sait qu'un des objectifs principaux de la convention collective, c'est de permettre demain de construire des parcours professionnels qui permettent de dérouler des carrières, de lutter contre l'usure professionnelle aussi, dont on sait qu'elle est importante dans nos secteurs, et puis clairement
permettre aux associations de travailler, de mettre en place une politique RH en leur donnant des outils pour ce faire, puisqu'il n'est pas, aujourd'hui on n'a pas ça dans les conventions, on a des statuts qui sont complètement figés, tout est défini au niveau de la convention collective. Demain, il faut que la convention collective reste un cadre contraignant qui permette d'objectiver tout ce qui sera fait, mais que on puisse fournir des outils aux associations et à leurs managers pour ce faire. Donc ça va redonner de l'importance aussi au rôle du management, puisque on va lui donner de nouveaux outils pour faire, et pour faire avec une puissance qu'on n'avait pas jusque-là en matière RH. Donc tout ça s'accompagne. On a promis à nos adhérents de les accompagner sur ces questions-là, sur le management, mais pas que. Bien sûr, il y aura tout un tas de sujets. Mais le management est le premier sujet dont il faut s'emparer parce qu'il sera nécessaire d'être solide pour déployer le futur outil conventionnel et comprendre la portée justement des outils qui seront mis entre les mains des managers. Voilà, donc c'était important de pouvoir démarrer 2025 avec ce chapeau politique et de lancer un accompagnement, puisqu'on a lancé dans le même temps un accompagnement en plan en offrant des outils de formation. On continue avec un certain nombre d'outils sur notre site et puis on va déployer aussi, en plus des clubs RH et de la commission RH qui existe au niveau national, les clubs RH qui sont en région à destination des DRH. On met en œuvre aussi les cercles des managers qui vont permettre donc d'accompagner les managers de proximité en région, plus près du terrain, de les mettre en réseau aussi, pour réfléchir ensemble et surtout progresser sur ces questions managériales en impliquant le management de proximité également. Et si on entre un petit peu plus dans le détail maintenant, Manuel, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les propositions de cet axe 1 qui est lié à la gouvernance ? On l'a évoqué en disant que ça avait été l'objet de beaucoup d'éléments. Le premier, c'est de voir que nous avons besoin d'un portage politique au sein de chacune des institutions, des établissements, et que de ce point de vue-là, il ne faut pas oublier que nos salariés, dans les sondages récents, ont indiqué qu'il fallait donner du sens. C'est 90% des salariés qui indiquent que c'est absolument ou soit essentiel à 55% d'entre eux ou important pour 35% d'entre eux. Donc il y a vraiment quelque chose sur lequel ce que l'on fait doit s'incarner parce qu'il y a des lignes de force. Et d'ailleurs, ça rejoint des éléments dans les axes que l'on propose, dans chacun des axes, qui est finalement ne pas chercher une exhaustivité absolue. Le problème n'est pas de tout balayer, mais de donner des lignes forces et que ces lignes forces incarnent, et c'est ça l'ambition, une vision. Et donc une vision politique. Donc il y a le fait d'insister sur la RSO, la responsabilité sociétale des organisations, qui est quelque chose de tout à fait important aujourd'hui. Et il y a le fait aussi de permettre à des administrateurs de se sentir véritablement acteurs et pas spectateurs de quelque chose. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on a, depuis longtemps, on a beaucoup insisté sur le binôme que représente un président, un directeur général. Aujourd'hui, ça n'est plus tout à fait ça, ou ça n'est pas que ça. Un directeur général doit faire avec un comité de direction, un comité exécutif, un président avec souvent un bureau sur lequel on peut être dans les différents secteurs, être vraiment débordé par la technicité, parce que ça devient très très pointu, et il n'est pas question pour la gouvernance d'être simplement en gestion pure et simple, administrative, économique, financière des affaires. C'est ça l'incarnation du sens, et on le reprend d'ailleurs dans des chartes, y compris ce qui est une des idées sur les chartes managériales ou autres, c'est que en fait la question n'est pas uniquement de savoir ce qu'on doit faire, mais dans quel timing, dans quel ordre on doit faire les choses, et surtout comment ça s'incarne dans un sens particulier, parce que ce qu'on défend ne nous appartient véritablement jamais en propre dans nos organisations. Coutume de dire, on voit bien qu'il y a un certain nombre de documents sur lesquels vous prenez du blanco, vous changez le nom de l'association, de l'institution, de la fondation, et vous retrouvez des choses assez identiques. Donc c'est comment ça va s'incarner.
Et de ce point de vue-là, pour les gouvernances, c'est absolument indispensable d'avoir repéré des axes dont j'insiste. Le problème n'a pas été d'être dans un catalogue à la Prévert, je le disais, mais plutôt de pouvoir donner une cohérence d'ensemble et donc de savoir où est-ce que ça se situait. C'était un autre débat de savoir par rapport aux axes qu'on choisissait et les propositions qu'on avait, où est-ce que ça se situait pour avoir une harmonie de ce qu'on propose, en sachant que ça n'est pas un ensemble fini, loin de là. Il ne s'agit pas d'y entrer, d'accepter ou de sortir, mais de contribuer à ça. Et justement, vous, dans vos structures respectives, est-ce que vous donnez déjà ce genre d'impulsion au niveau de la gouvernance? Ce que vous exposiez, c'est déjà un peu en place, cet état d'esprit? Mais en tous les cas, il y a une veille importante pour que la vision politique qui est définie par la gouvernance, elle se prolonge, j'allais dire, dans le concret du quotidien des professionnels. Alors ça peut prendre plein de formes, hein. Ça peut être le projet stratégique, ça peut être quantité de choses, mais en tout état de cause, la chaîne que Manuel évoquait tout à l'heure, consistant à dire qu'il doit y avoir cette harmonie entre les valeurs définies par une gouvernance et l'action concrète mise en place par des professionnels, ça c'est quelque chose qui doit être quelque chose de posé et d'identifié par tous. Et c'est sans doute ce qui est le plus difficile. C'est qu'est-ce qui fait qu'un professionnel va être conscient qu'il travaille dans un endroit bien spécifique, avec des valeurs bien spécifiques et bien identifiées. Et à la Fondation, en fait, il y a eu un peu un retour d'expérience des administrateurs sur cette question-là qui trouvaient que justement leur engagement tenait à des espaces bien définis comme les temps de réunion des conseils d'administration. Et justement, ils disaient, mais on a aussi besoin d'avoir, au-delà de ces temps-là, de pouvoir s'ancrer sur justement cette réalité quotidienne. Donc on a mis en place un système qui est d'administrateurs référents par établissement, où ils peuvent aussi, enfin ils le font d'ailleurs, ils vont sur des moments particuliers de la vie de l'établissement, et donc à ce moment-là, ils sont en échange avec les professionnels, donc ça peut être une réunion de service, comme ça peut être un événement qui est la journée annuelle de l'établissement avec des thématiques, mais ça peut aussi être sur les espaces d'expression avec les enfants. Donc ça, c'est plutôt un mouvement qui va des administrateurs vers les professionnels et les enfants. Moi, là où j'étais intéressée aussi, et peut-être c'est aussi ça qui a permis ce travail-là, c'est on a pu aborder la question des entreprises à mission. Alors évidemment, on a eu un débat sur est-ce que c'est applicable dans nos organisations. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est de pouvoir avoir cet organe à côté du conseil d'administration qui rend chaque année et qui intègre l'ensemble des parties prenantes, donc professionnels, enfants, et qui peut justement rendre compte chaque année d'une forme de comment ça se déroule au sein des établissements et un rapport entre guillemets d'activité et puis aussi des propositions. Et donc je trouvais que la proposition était intéressante et c'est quelque chose qu'on va réfléchir à mettre en place parce que pour le moment je trouve que c'est encore assez descendant, c'est les administrateurs vers professionnels et enfants, mais l'inverse est plus complexe à mettre en œuvre. Alors on a quand même aujourd'hui des enfants qui participent chaque année à la journée annuelle, donc c'est-à-dire qu'ils animent des ateliers où il y a des administrateurs sur des sujets particuliers, mais ils peuvent aussi intervenir en plénière. Et ça a été le cas notamment sur plusieurs plénières où ils ont pu renvoyer du vécu aussi. Et ça avait été notamment l'objet ensuite de déclinaison en projet opérationnel sur la question de qu'est-ce que vous faites pour qu'aujourd'hui on puisse vivre en fratrie, voilà, ensemble. Vous évoquiez par cette question, qu'est-ce qu'on a fait, nous, chacun. On peut inverser la question, c'est est-ce qu'on connaît une organisation quelconque qui n'a rien mis en place? Non, on n'en connaît pas. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on a une vision partielle et partiale. Alors, partiale, c'est tout à fait logique, hein, il ne s'agit pas d'être impartial. Partial, ça se traduit en général par le projet associatif, par le projet de fondation, c'est-à-dire quelque chose qui donne la coloration politique des choses. Et donc, évidemment, là, c'est là où nous nous distinguons parce que dans le cadre de la liberté associative, dans le cadre de notre secteur privé non lucratif, nous ne répondons pas qu'à des injonctions des pouvoirs publics et nous avons notre propre identité au travers de ce que nous faisons. Et puis, on a une vision partielle. Là, c'est important, c'est qu'effectivement, il n'y a pas non plus une organisation, quelqu'un qui a mis tout en place.
Et donc, ce qui est important, c'est comment on peut avoir quelque chose non seulement de foisonnant, mais sur lequel on peut, entre guillemets, piocher. Alors, ce n'est pas l'affaire de la boîte à idées, mais c'est l'affaire de dire qu'à chacun peut correspondre des éléments. Et ça renvoie à ce que disait Dorothée sur le fait que ce volet n'aurait pas d'intérêt et de pertinence s'il n'était pas immédiatement associé à un accompagnement sur l'angle de la formation et d'un certain nombre d'autres outils qui donnent vie à cela et qui le donnent rapidement. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose sur lequel on se projette à horizon très lointain. On a déjà du mal à voir ce que donne parfois maintenant au niveau gouvernemental les 6 prochains mois, quand ce n'est pas les 3 prochains mois. Donc voilà, on y va. Mais pour autant, il faut avoir des éléments refondateurs parce qu'il faut arriver à jalonner ce parcours sur lequel chacun part d'une place différente. Voilà. Et donc, que chacun, comme ça a déjà été dit, puisse y trouver son compte. Bénédicte, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus maintenant sur le deuxième axe qui porte la promotion en fait, d'une approche systémique du management qui valorise l'humain et les compétences ? Le secteur sanitaire, social et médico-social a une particularité dans les métiers, dans ces métiers par rapport au fait qu'ils s'inscrivent dans une relation d'aide et de soins. Et donc par rapport à cette particularité, l'approche managériale doit pouvoir finalement s'ajuster, s'adapter à ces questions de métiers particuliers et spécifiques. Donc fondamentalement, Nexem promeut une approche systémique du management. Nos organisations sont des systèmes complexes. Et dans cette complexité, il faut pouvoir justement appréhender l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des interactions, pour pouvoir faire en sorte finalement de comprendre comment elles s'influencent les unes les autres. Et donc c'est à partir de ces éléments-là qu'on peut penser la question des conditions d'exercice des professionnels et sur la manière aussi dont ils sont managés, c'est important, puisque ça c'est directement lié finalement à la qualité aussi de l'accompagnement des personnes. Alors on a pu, dans ce cadre-là, faire 4 propositions qu'on a pu développer. Donc évidemment un management centré sur l'humain. Ça je rebondis un peu sur ce qui s'est dit précédemment, sur cette particularité. On s'est beaucoup concentré dans les travaux sur ce qui faisait notre spécificité en tant qu'employeur et dans cette approche managériale. Et donc c'est vraiment un management centré sur l'humain comme une première proposition, une proposition majeure. Ensuite aussi asseoir son management finalement sur une vision et une stratégie. Le troisième point aussi qui a été important, et beaucoup d'entre nous ont apporté aussi des expériences, des vécus, c'était comment développer finalement dans nos organisations des outils qui valorisent la connaissance, mais aussi les expériences. Et comment on peut être une organisation apprenante finalement. Et le dernier point, c'est aussi évidemment un point important, c'est anticiper et engager les transformations pour accompagner le changement. Tu parlais de la constitution d'environnements apprenants à la Fondation Grancher. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait dans ce sens-là ? Alors, à la Fondation Grancher, en fait, on est parti vraiment avec une vraie volonté de construire une organisation apprenante et on a recruté une doctorante dans ce cadre-là avec un CIFRE sur 3 années. Et donc, on s'est ancré théoriquement sur la question de l'apprentissage organisationnel. Et avec aussi l'idée qu'il fallait des espaces. C'est-à-dire qu'en plus des espaces existants, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on apprend dans l'espace d'une réunion de service, pour autant on voulait aller au-delà. Et donc on a construit finalement ce qu'on appelle des communautés de pratique. Alors on a eu plutôt une expérience de départ qu'on est en train d'essaimer, on va dire. Et donc, la communauté de pratique, elle est partie des professionnels. Et elle est partie d'une problématique traversée par les professionnels de longue date, qui était l'accueil par des assistants familiaux d'enfants qui présentent des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Et donc, ce qui ressortait quand même de ces expériences, c'était un vrai sentiment de résignation acquise ou d'impuissance acquise. Et on s'est dit de quelle manière, finalement, l'apport de connaissances, mais le partage d'expériences, allait permettre de sortir de ce sentiment-là, dans l'intérêt des enfants, évidemment, puisque le sujet aussi, c'était d'apporter de nouvelles pratiques, ou en tout cas de partager de nouvelles pratiques. Et donc, on a pu, pendant plusieurs... elle continue toujours, cette COP, elle existe toujours. Et donc, c'est un des premiers points, quand même, si on doit avoir le retour des professionnels aujourd'hui sur cette expérience, c'est... D'une part, ils ont pu exprimer le fait ça avait modifié leur regard sur les troubles.
et notamment sur l'intentionnalité des comportements chez les enfants. C'est-à-dire que la connaissance apportée, puisqu'ils ont aussi choisi de faire venir des formateurs sur le sujet dans la COP, et donc il y a eu profondément un changement de regard sur le comportement des enfants. La deuxième chose, c'est aussi évidemment le partage d'expériences, qui est encore bien différent de ce qu'on connaît dans l'analyse des pratiques, puisque là c'était centré vraiment sur une problématique. Et donc le fait que certains professionnels pouvaient apporter leur expérience et ce qu'ils avaient tenté. Et donc la question de l'expérimentation et comment ça autorise à expérimenter aussi. Donc ça, c'était un des points, le second point majeur. Le troisième aussi, c'était, et ça c'est pas rien, c'est l'espoir en fait pour les enfants. C'est-à-dire que de se sentir à nouveau en capacité d'agir, eh ben, ça donne aussi beaucoup d'espoir sur de quelle manière on peut agir plus précocement sur le devenir des enfants qui présentent ces troubles. Et donc, voilà, là, on a eu vraiment quelque chose qui a fonctionné. On compte aussi bien la dupliquer, soit sur le même sujet, soit sur d'autres, parce que la réussite, elle tient aussi quand même à ce que ce soit un sujet déjà très mobilisateur pour les professionnels et qui ont du sens pour eux, et directement liés à leur cœur de métier. Et donc, on a vraiment cette volonté que ça puisse se faire sur d'autres sujets de préoccupation. Pierre-Yves, je me tourne maintenant vers vous concernant le troisième axe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc, ce troisième axe qui se porte sur l'affirmation d'une posture d'employeur qui propose des métiers attractifs. Tout à fait. Bah, écoutez, on a essayé d'avoir une approche qui soit la plus globale possible, la plus concrète aussi possible. L'objectif, c'était d'avoir un raisonnement un peu dynamique qui repose sur plusieurs angles de vue, c'est-à-dire d'abord la visibilité. Alors la visibilité de nos métiers, bien sûr, et puis aussi la visibilité du secteur dans son ensemble, c'est-à-dire le fait de développer une marque employeur, d'avoir une communication de branche sur ces métiers du social. Un deuxième angle de vue qui tourne autour de l'attractivité. Bien entendu, la CCUE fait partie de cette dimension attractivité, mais c'est pas la seule dimension. Il y a, au-delà de la classification des métiers de la CCUE, on a quand même de nouveaux métiers dans notre secteur qui sont en train de se mettre en place, que ce soit les infirmières pratiques avancées, que ce soit toute l'évolution des métiers tournant autour de la transformation de l'offre, avec derrière l'idée de pouvoir former, de pouvoir qualifier, ce qui est une attente très concrète de nos organisations. La fidélisation aussi, parce que c'est une chose d'attirer, mais c'est une autre chose que de conserver durablement les professionnels. Cette notion de fidélisation, elle est assez centrale, assez essentielle. Là encore, la CCUE est une branche importante, mais il y a aussi des notions qui tournent autour de la QVCT, des sujets qui tournent autour de la valorisation en fait, de l'impact social et sociétal de nos organisations. Et c'est un cocktail qu'il faut savoir garder. Et puis des aspects qui tournent aussi autour de la transformation du secteur. C'est-à-dire qu'on est un secteur qui se transforme dans l'ensemble de ces différentes branches, que ce soit handicap, que ce soit protection de l'enfance, que ce soit grand âge. Et donc du coup, ça induit quelque part une nécessité d'être agile, de pouvoir expérimenter, de pouvoir tenter des choses. Et donc c'est finalement l'idée de cet axe de travail, c'était de dire à côté de la CCUE, qui va donner un nouveau socle, quels sont les différents angles de vue qu'il faut qu'on essaye de couvrir. Et donc justement, pour cette attractivité, au-delà de la rémunération, des congés, des formations, qui sont vraiment le socle premier, faut avoir aussi une vision un peu plus large de cette attractivité pour créer les environnements sécurisants, etc. Oui, tout à fait. Et levier de fidélisation. Tout à fait. Encore une fois, la CCUE va être un socle indispensable. Mais derrière, il va falloir construire sur ce socle. Le sujet de la qualification de nos équipes, c'est un sujet qui
est vraiment premier quand il s'agit de fidéliser nos professionnels, hein, justement parce que le secteur se transforme. Typiquement, à la Fondation des Amis de l'Atelier, on a investi beaucoup sur le sujet de la formation. On a mis en place un centre de formation d'apprentis pour aller chercher des publics qui étaient peut-être un petit peu plus éloignés du travail social. Il y a un vrai potentiel de ce point de vue-là, qui est à mi-chemin entre la politique sociale et la politique RH. Et puis des communications qu'il faut qu'on développe nous aussi en interne. C'est-à-dire que, bien entendu, Nexem aura son rôle à jouer et Access dans la mesure où ce sera un acteur central avec la nouvelle CCUE, mais nous aussi, on doit communiquer sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait. Typiquement pour illustrer, à la Fondation des Amis de l'Atelier, on a lancé toute une campagne de communication sur les 10 bonnes raisons de venir travailler chez nous. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui vient finalement compléter. La logique, c'est que cette visibilité qui est indispensable pour le secteur, hein, c'est ça qui amènera les professionnels de demain, ce soit un chantier qui est travaillé à la fois par Nexem au niveau national et fédératif, et puis par l'ensemble des acteurs que nous sommes au sein des adhérents de Nexem. Oui, je pense que c'est important aussi de pouvoir se dire que demain, il y aura un nouvel outil, mais cet outil ne sera rien s'il n'est pas déployé sur le terrain. C'est-à-dire que ceux qui vont mettre en musique, ce seront les associations. Donc, d'où l'importance aussi de se préparer à ça. Alors, on entend bien à vos témoignages que c'est des sujets dont vous vous êtes largement emparés au sein de vos associations. Donc, il n'y a pas besoin de la future convention collective pour que ça puisse se faire sur le terrain. L'idée de la convention collective, c'est bien sûr de donner des outils plus solides pour aller encore plus loin, et surtout que ça n'entrave pas les démarches qui sont mises en œuvre, puisque vous parliez de nouveaux métiers. Aujourd'hui, c'est difficile de les appréhender avec le cadre conventionnel qu'on a, alors que demain, ce sera possible si on va jusqu'au bout de notre objectif. Donc ça, c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire que le national résonne avec le terrain, bien sûr, et rien ne se fera demain, si on a un beau texte figé sur le papier, mais qui n'est pas mis en musique à la hauteur de ce qui est possible sur le terrain, on aura fait tout ça pour rien en réalité. Dorothée, pour conclure, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vont être diffusées ces propositions qui sont portées dans ce volet 2, et puis sur la suite des travaux, puisqu'Humanifest ne s'arrête pas avec ce volet management? Tout à fait. Donc oui, alors déjà ce volet-là, il faut qu'on est en train de le diffuser largement, et c'est l'objet d'ailleurs aussi de ce plateau, puisqu'on trouvait important que les protagonistes puissent parler de leur œuvre. On va poursuivre évidemment sur le volet de l'accompagnement, on l'a dit, mais on aura certainement à aller approfondir aussi certaines thématiques. Donc on reviendra vers vous probablement dans les mois, peut-être l'année prochaine, sur ces sujets-là. Et puis, comme tu le disais, Aline, on a un troisième volet qui est en train de s'ouvrir pour l'Humanifest, donc qui avait été défini dès le départ, parce qu'il y avait plusieurs thématiques qui avaient été définies au départ, qui étaient donc gouvernance et financement, management, et puis on avait en fait défini une thématique un peu innovation, ou en tout cas transformation, et puis on s'est dit qu'il fallait qu'on identifie en tout cas au moins 2 thématiques plus solidement autour des mutations, qui sont donc la transformation écologique, développement durable d'un côté, et puis de l'autre l'intelligence artificielle, pas l'intelligence artificielle, mais le numérique, ou en tout cas les évolutions technologiques, je pense à l'intelligence artificielle parce que c'est la dernière en date, de manière à travailler à ce que le réseau puisse s'en emparer avec, disons, des points qui auront été levés dans nos travaux, notamment sur l'éthique et puis les valeurs, en tout cas, qui sont les nôtres et qu'on doit retrouver, évidemment, dans ces évolutions technologiques, de manière à ce qu'elles ne soient que bénéfiques. Donc ce groupe va commencer à travailler. On a une première réunion en avril et les travaux vont se dérouler sur l'ensemble de l'année. Et on reviendra, comme pour les premiers volets, auprès des DR,
donc des délégations régionales, auprès de nos instances bien évidemment, qui seront décideuses des points de vue qui seront donc adoptés au sein de ce nouveau volet. Voilà, et puis en fin 2025-2026, on sera donc sur les évolutions technologiques et on aura un dernier volet qui sera celui de l'évolution du modèle associatif qu'on démarrera en 2026. Voilà, donc des travaux qui vont encore s'échelonner sur quelques mois, années, autour de ces thématiques. Eh bien, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation aujourd'hui. Merci. Merci. C'est avec cette table ronde que se termine ce nouveau Live by Nexem. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis et vous dis à très bientôt.